Chers amis, merci d'être venus nombreux. Ça fait très plaisir de voir cet amphithéâtre de nouveau quasiment plein, ou en tout cas vivant, pour lancer ou relancer le cycle de conférences d'ouverture de l'Institut. Vous savez que c'est une mission qui nous est chère à tous et qui fait partie des missions de l'Institut, qui fait partie notamment de ce qu'on appelle notre work package, dans un français magnifique, numéro 7, sur les sciences humaines et sociales. Et donc, je vois que vous avez répondu présent, c'est magnifique. Je cède tout de suite la parole à Béatrice, qui a fomenté cette ce premier chapitre du cycle. Voilà, donc, dans le micro. Merci à tous d'être là, d'être nombreux, ceux qui sont là et ceux qui sont en Zoom derrière leur écran. Donc on est, comme le disait Stan, très heureux d'ouvrir cette séquence de conférences SHS de l'Institut avec Frédéric Worms, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, professeur de philosophie et vous le savez sûrement tous, tout nouveau directeur de l'ENS. On va essayer de mettre en place ces rencontres, ça démarre juste aujourd'hui, donc sur une base trimestrielle, pour enrichir un peu les conférences scientifiques auxquelles vous devez participer tous les lundis du mois. Tous les lundis de chaque mois, et on va essayer d'inviter des philosophes, mais peut-être aussi des artistes, des écrivains, des gens également, des participants de la sphère des sciences sociales. Voilà, donc c'est une initiative qui a été coordonnée par le comité de pilotage SHS. Laure est là avec nous, qu'on remercie évidemment chaleureusement. Donc la rencontre, je rentre rapidement dans le vif du sujet parce que on a essayé d'organiser. Donc je présente aussi Sylvia, qui est interne en pédiatrie à Necker, et en fait on s'est un peu partagé le travail. Il va y avoir un certain nombre de questions dirigées vis-à-vis de Frédéric autour de son ouvrage. Donc c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui, Vivre en temps réel. Et il va essayer de nous expliquer ce que tout ça signifie. Et puis il y aura des questions qu'on a essayé d'articuler plus particulièrement avec notre travail à Imagine, qu'on soit médecin, chercheur, biologiste, assistant, psychologue. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, la question du temps, la question peut-être du temps réel dans la clinique qui est la nôtre. Alors, donc Frédéric, cet ouvrage, Vivre en temps réel, interroge la question de notre rapport au temps, dans cette période si singulière qu'on vient de traverser, et que peut-être, vous le dites, et tout au long de l'ouvrage, on va peut-être continuer à traverser pour un moment. Vous y développez l'idée que dans le changement d'époque dont on parle à propos de la pandémie de Covid-19, il y aurait à considérer non pas une catastrophe générale, vous dites un instant fatal ou un horizon mortel, mais plutôt, et je trouve que finalement c'est ce qui rend ce livre assez optimiste et joyeux malgré l'intensité du thème qui a été traité, un événement collectif qui peut constituer trois choses: une prise de conscience pour permettre peut-être une amélioration de nos vies à tous, un ciment collectif pour une société plus juste, et troisième point, l'opportunité d'un rapport apaisé et partagé au temps, qui serait peut-être la définition du contemporain. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Donc la pandémie, à la fois comme un risque, bien sûr, mais aussi peut-être comme une chance. Donc c'est quand même assez disruptif, mais je trouve aussi assez éloquent. Donc, de ce fait, on envisagerait l'action de la riposte à mener contre la pandémie, que vous qualifiez de vapeur respiratoire entre humains, qui est une jolie formule, je trouve, pour la désigner, non pas uniquement dans le feu de l'instant, mais aussi dans celui de la durée, dans ce que vous appelez l'épaisseur du temps réel, afin de relier entre tous ces temps réels de notre vie particulièrement, la justice et l'histoire. Voilà. Alors, je disais, cet essai, il nous interroge, il interroge la question du rapport modifié au temps, et il nous incite à nous interroger dans le quotidien de nos missions, quand, dans cet institut, sont pris à la fois en charge des patients qui traversent des épisodes critiques, mais aussi des patients dont les maladies sont devenues chroniques avec les progrès de la science et de la médecine. Donc c'est la question ici qu'on se pose, de la question du temps pour chacun d'entre nous et pour nous tous ensemble. Voilà, un peu en introduction. Donc si vous voulez, alors
la question du temps réel, moi, je pense qu'entre l'écriture de votre livre et ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, où on voit en direct, live, comme on dit, les bombes tomber en direct sur nos écrans, quels qu'ils soient, évidemment que ça nous interroge de façon particulière en temps réel, un peu comme si on y était. Alors, j'ai envie de démarrer tout de suite les questions auxquelles on a réfléchi. Par un trépied, quand Frédéric, ce livre s'est-il imposé à vous? Qu'est-ce que vivre en temps réel? Est-ce qu'il y a l'idée comme ça d'emballement et de fascination pour l'action? Et puis, troisième volet de cette première question, est-ce que vivre en temps réel pourrait nous empêcher de vivre notre vie normalement? Voilà, je commencerai avec ça. Je garde le masque? Non, je l'enlève. D'accord. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup d'abord de l'invitation. Je suis très heureux d'être à l'Institut Imagine, avec lequel on a déjà eu plusieurs occasions et avec lequel j'espère qu'on continuera à travailler avec vous tous sur des projets partagés, justement, sur des questions communes qui sont très, très importantes et au cœur du moment présent, à la fois entre vos disciplines et puis toutes celles qu'on travaille aussi. On a un partenariat avec la PHP à plusieurs facettes et où je pense qu'on est à un des points les plus sensibles de ce partenariat possible. Donc merci beaucoup pour cette invitation, d'abord à titre personnel et puis aussi plus largement. Merci pour l'introduction. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que bien sûr, je pense qu'on peut viser à ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire un rapport apaisé et partagé au temps. Mais le premier diagnostic de ce livre, la première thèse, c'est quand même que le rapport au temps, d'une manière, quand il devient conscient et quand il devient critique, comme dans les urgences médicales ou les maladies chroniques, ce rapport au temps est d'abord une souffrance. Et une souffrance qui s'ajoute aux autres, c'est ce que je la décris toujours comme une double peine, et une souffrance qu'on a toujours tendance à minimiser alors qu'elle fait partie intégrante de toute souffrance, y compris organique, médicale, clinique, et dont je pense que tout soin devrait, tout soin devrait la prendre en compte, non pas comme secondaire, pas forcément non plus au même niveau, évidemment, que la pathologie qui la cause, mais quand même de manière fondamentale. Ça définit le soin complet, c'est de prendre en charge non seulement la pathologie ou l'urgence ou le problème qui cause une souffrance, mais sa double peine temporelle. Et c'est à cette condition, en prenant au sérieux cette souffrance temporelle, qu'on peut retrouver un rapport au temps heureux, mais à la condition d'assumer d'abord la négativité du rapport au temps dans chaque épreuve négative, y compris pathologique. Et voilà, donc ça c'est vraiment très important, parce que c'est ça la thèse du livre, et que même vivre un événement en temps réel, c'est vivre un événement en ayant conscience qu'il se déroule devant nous au moment où on y assiste, mais justement dans une forme souvent de distance et d'impuissance aussi, qui fait que ce sentiment de vivre quelque chose en temps réel est là aussi une double peine. C'est-à-dire non seulement il y a une pandémie ou une guerre ou une catastrophe, mais c'est maintenant, et en plus ce maintenant me donne un sentiment d'urgence et parfois d'impuissance. Et donc cette question du temps est toujours comme une sorte de redoublement d'une épreuve, une sorte d'écho temporel et conscient et qui est quelque chose de fondamental. Donc c'est ça au fond la thèse du livre. Alors c'est une thèse tout à fait générale, que la pandémie que j'avais déjà commencé à travailler de plus d'une façon, sur laquelle on m'avait demandé de développer un petit article antérieur en forme de livre, et là est arrivée la pandémie. Donc quelle est la thèse générale? La thèse générale, c'est que vraiment, d'une certaine façon, toute expérience négative, vitale, et en particulier médicale, mais pas seulement, se redouble d'une expérience temporelle négative, que ce soit l'urgence. L'urgence, c'est toujours à la fois un problème objectif à régler et une dimension temporelle. Il faut le régler dans le bref instant qui définit l'urgence. Et ce sentiment de l'urgence qu'il faut faire vite redouble
la gravité du problème. C'est-à-dire que s'il y a une crise cardiaque ou un accident de voiture ou une transmission virale, etc., en plus, il y a le sentiment il faut faire vite. Et ce redoublement temporel, pour moi, est tout à fait généralisable. Dans chaque expérience négative, il y a une double peine temporelle. Et j'ai même tendance à l'inverser. C'est un débat. Alors, il y a certains de vos collègues psychiatres ou psychanalystes qui sont pas toujours d'accord, mais au bout du compte, on finit toujours par se mettre d'accord, même si c'est... Voilà, sur le fait que l'inverse est vrai aussi, et que quand on prend conscience du temps, quand on en prend conscience explicitement de la dimension temporelle d'un événement, on en souffre. Et donc, il y a une forme de, non seulement de double peine temporelle dans toute peine matérielle ou physique, mais inversement que toute relation consciente au temps comporte un élément de souffrance. Par exemple, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous faites une expérience positive, tout à coup vous vous dites « oh là là, c'est déjà fini, ça ne va pas durer », ou au contraire « c'est trop long, c'est interminable », et boum, il y a une sorte de... Donc le rapport conscient au temps est une épreuve psychique, subjective, vraiment qui peut aller du minimal, l'ennui, ou au contraire le sentiment de l'éphémère, et jusqu'au maximal, c'est-à-dire l'angoisse, la détresse, la peur de la mort, la peur de l'avenir, voilà, jusqu'à des formes assez graves de rapport au temps, de représentation du temps. Mais c'est ça qu'il faut traiter. Et donc, en creux, ça dit effectivement quelle est la tâche du soin, mais aussi de la politique. La tâche du soin, c'est de résoudre les problèmes qui peuvent nous faire mourir ou souffrir physiquement, mais aussi de résoudre ce rapport au temps. Et c'est vrai que c'est parfois un défi dans les maladies chroniques, en fin de vie. J'ai eu une discussion passionnante un jour avec des soignants en soins palliatifs. Comment est-ce qu'on peut rétablir un rapport heureux au temps alors que le rapport au temps est travaillé par l'angoisse, notamment de la mort ou de... Oui, évidemment, d'abord de la mort, peut-être aussi des descendants, enfin, du passé aussi. Un rapport aussi de souffrance, non seulement à l'avenir de la mort, mais rétrospectivement au souvenir du passé, et puis aussi à la transmission future pour ceux qui resteront, etc. Donc, en creux, ça dessine un double objectif, résoudre un problème objectif, justement, mais aussi retrouver un rapport apaisé au temps, dont la première dimension est d'être inconscient. C'est ça ma tête. Inconscient, mais au sens heureux du terme, c'est-à-dire quand tout va bien, on est dans le temps, mais sans y penser. Et dès qu'on y pense, c'est pour moi un caillou dans la chaussure, ou bien une angoisse profonde. Donc voilà, moi, mon diagnostic, il n'est pas si optimiste, et c'est vrai que... mais il vise à dégager une négativité qu'on ne voit pas souvent, et du coup, effectivement, à être... positif au sens où dès qu'on isole un problème, c'est déjà un progrès. C'est-à-dire qu'on se fixe un but. Et c'est vrai que dans l'actualité d'aujourd'hui, beaucoup de gens, y compris de grands historiens comme François Hartog, avec Stanislas Lyonnet, on a souvent des discussions, je pense que un des mots politiques de notre présent, c'est justement ce qu'il appelle lui le présentisme, c'est-à-dire la rafale d'événements en temps réel, le live, une sorte de surenchère constante du direct, du live. C'est vrai qu'en temps réel, en anglais, ça se dit live, et même en français, ça se dit live. C'est-à-dire que ça se passe en ce moment, et en ce moment est une souffrance de plus permanente, une surenchère, etc. Et en même temps, on en a besoin. Et comment est-ce qu'on fait pour répondre à cette urgence du temps réel? Donc le temps réel, c'est effectivement une épreuve, je pense. On vit tout le temps en temps réel. Là, on est en train de vivre dans un temps réel. Mais quand on prend conscience qu'on vit quelque chose de grave en temps réel, en ce moment, que ça se déroule d'une manière à la fois rapide et interminable, comme un accident de voiture peut être à la fois instantané et nous sembler prendre un temps fou, là, c'est une dimension de nos vies aujourd'hui avec les médias et cette sorte de spectacle de la catastrophe contemporaine en temps réel. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en temps réel, avec le temps réel? Et ça vaut évidemment pour, par exemple, je pense qu'on va en parler ensuite, les diagnostics, les pronostics, la médecine prédictive. Comment est-ce qu'on arrive à vivre en temps réel une prédiction d'une souffrance future, laquelle prédiction est déjà une souffrance présente. Et la prédiction d'une maladie à venir est déjà une souffrance présente. Et qu'il faut prendre au sérieux.
évidemment, on n'est peut-être pas encore malade, mais le fait de savoir qu'on va l'être est déjà une souffrance. Donc voilà, l'ambition, c'était vraiment ça, et d'étendre à un propos un peu politique et contemporain, une réflexion philosophique un peu générale, mais peut-être pas si abstraite qu'elle en a l'air. Oui, justement, François Hartog, je crois que vous en parlez, ou peut-être c'est dans un entretien, il parle de la confusion, ajoutée par la pandémie à la question du temps. Il parle d'effets de désorientation précédemment, et il dit, en fait, il y a le temps du virus qui mute plus vite presque que son ombre, à propos de la pandémie, le temps médical qui s'active pour essayer de l'appréhender, puis le temps du confinement où chaque jour avait l'air d'être le même jour que celui précédent. Donc la question avec ça, c'est de quelle façon vous diriez que la pandémie véritablement a modifié notre rapport au temps ? Ben justement, c'est là que je ne suis pas tout à fait d'accord avec François Hartog, justement. Ouais, justement. Parce que c'est pour ça que moi je pense qu'il faut travailler sur la médecine et avec les médecins. C'est parce que dans cette désorientation temporelle généralisée que décrit François Hartog en regardant les médias, les discours sur le temps, les smartphones, la représentation sociale du temps, à mon avis, on a une boussole qui est le temps vital. Et donc là où je suis vraiment pas en accord avec lui, mais on en a parlé très souvent, hein, c'est que pour moi la pandémie n'ajoute pas seulement une sorte de désorientation temporelle, l'incertitude. C'est vrai que je devais venir parler ici la semaine dernière et à cause de la pandémie, je ne suis pas venu. Là maintenant je suis négatif, mais j'ai été positif de manière imprévue la semaine dernière. Bon voilà, une incertitude, c'est pénible, mais il y a quand même une boussole. Moi je dirais même assez brutalement, c'est la mort. C'est-à-dire que l'urgence vitale, y compris au niveau collectif et social et les soins intensifs, etc., c'est pas du tout une désorientation de plus, c'est une orientation. C'est une boussole dans la souffrance temporelle, c'est quand même justement que nous en souffrons parce que nous sommes vivants et mortels. Et donc là où je suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il me semble que dans l'urgence, il n'y a pas seulement une sorte de construction sociale, un peu désordonnée, et c'est vrai qu'il y a une instrumentalisation de l'urgence, hein, on est bien d'accord, mais il y a aussi une réalité vitale. Et je pense, moi, personnellement, qu'on ne répondra pas à la souffrance temporelle en la déniant, parce que c'est normal de s'en occuper. S'il y a une urgence vitale, c'est normal, y compris une guerre ou le climat. Et donc la question, c'est plutôt de l'accepter, de la structurer. Et pour moi, la pandémie, elle devrait nous fournir une base pour traiter les urgences immédiates, prévenir les urgences de santé publique à venir, enfin une boussole dans le chaos temporel où l'on vit. Il me semble que se saisir des urgences, c'est au contraire la réponse. Donc voilà, un peu d'urgence nous éloigne, nous plonge dans le chaos. Beaucoup d'urgence, je pense, nous oblige à nous repérer. Et donc, c'est pour ça que je dis que la pandémie, en effet, remet les pendules à l'heure, en quelque sorte, remet nos souffrances temporelles à l'heure, c'est-à-dire, voilà, nous devrait nous remettre sur les priorités. Je constate que tout le monde ne tire pas cette conséquence, mais ça ne veut pas dire qu'elle est fausse pour autant. Pardon. C'est bizarre ici. Ici, non, c'est en bas, c'est en dessous. C'est pas grave. Pardon. Voilà. Pardon, donc je sais qu'il y a des gens aussi en hybride, donc on reste avec le micro. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est vrai que la pandémie, personnellement, je trouve qu'elle a un avantage dans cette souffrance. Hein. C'est pas du tout qu'elle est positive en elle-même, c'est qu'elle remet les pendules à l'heure. Et la guerre aussi, d'une certaine façon, parce qu'il y a des fausses urgences, il y a une surenchère, il y a des faux problèmes. Et malheureusement, la seule façon de sortir des faux problèmes, c'est de revenir aux vrais problèmes. Et donc, voilà, c'est un peu ça, une sorte d'optimisme du vrai problème, contre les faux problèmes, qui sont quand même très dangereux. Et est-ce que vous diriez qu'il y a une... c'est un peu ce que j'ai compris quand même en vous lisant, qu'il y aurait une condition nouvelle qui adviendrait ? Oui, quand même. Avec quand même l'idée d'un exceptionnel interminable, d'une incertitude permanente, oui, d'une urgence qui dure et qui s'étend, oui, quand même. Tout à fait. Je pense qu'on a effectivement, on pouvait espérer avant construire un rapport au temps qui serait avant tout une construction de l'avenir. Je ne dis pas forcément un avenir radieux, mais en tout cas une sorte de positivité, de progrès dans l'absolu, comme ça. Et non, là, maintenant, on ne construit plus un progrès que contre une régression, pour échapper à des dangers. Et à mon avis, ça a toujours été comme ça. Hein. En fait, c'est une prise de conscience que le progrès,
C'est pas la visée d'un bien, c'est d'abord d'arriver à lutter mieux contre certains maux. Et donc je pense qu'on revient un peu à des critères concrets du progrès. Voilà, donc c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a changé de condition au sens où il faut admettre qu'on va vivre durablement et même peut-être, disons de manière indéfinie, sans qu'on puisse prédire une sortie. On va vivre avec ce sentiment douloureux d'une crise, voire d'une catastrophe, voire de choses très pénibles pendant longtemps. Et la question, c'est comment faire de ça une réorientation et une boussole. Et oui, on n'est pas... Voilà, un progrès de la médecine, comme il a lieu ici, un progrès de la médecine se paye d'une souffrance temporelle pour ceux qui, pourtant, vont en bénéficier. Et donc, comment vivre avec cette souffrance temporelle? Oui, c'est un vrai problème, parce qu'on ne peut pas vivre tout le temps en ayant peur de la catastrophe. Donc, il faut, dans cette négativité-là, retrouver des moments de temps heureux, en se délivrant de cette représentation négative du temps, au moins temporairement, comme font les patients qui ont des maladies chroniques, qui doivent arriver à vivre entre les intervalles de traitement. Il y a Julia Kristeva qui parle un peu, dans quelques pages, quelques-unes des pages de votre livre, qui me fait penser au concept d'éphémérité. C'est-à-dire qu'elle dit, en fait, qu'avec les catastrophes un peu, enfin, voilà, la pandémie, mais aussi les attentats et la guerre, et les épisodes, aussi bien la maladie, les épisodes individuels et collectifs, on serait pris comme ça aujourd'hui dans un nouveau climat qui serait comme ça le climat de l'éphémérité. Alors, c'est un joli terme, mais je ne sais pas si vous y souscrivez. C'est la condition humaine qui a toujours été éphémère. Éphémère, c'est un très beau mot d'ailleurs. Un très très beau mot. L'éphémérité, c'est presque pas la peine de construire ce mot, oui. On vit dans l'éphémère. L'éphémère, c'est plutôt justement ce qui passe, pas forcément... Mais c'est vrai que cette prise de conscience de l'éphémère, elle revient aujourd'hui, de la précarité, de la fragilité. Elle a toujours été là. De l'Antiquité, c'est justement la question de l'instant. Toutes les philosophies ont toujours pensé que nous vivions dans l'éphémère. Je pense que là où c'est nouveau, c'est que c'est peut-être ça vient rompre avec une certaine illusion qu'on pouvait en tout cas sortir d'une certaine fragilité. Donc c'est vrai que cette prise de conscience du caractère éphémère de nos constructions collectives et sociales est nouvelle. Là où il y a sidération, moi je pense que c'est toujours c'est pas seulement un événement qui vient nous rappeler que individuellement on est éphémère, mais que nos constructions collectives pour nous protéger de la fragilité sont elles-mêmes fragiles. Et quand on s'aperçoit que, oui, les sociétés peuvent être fragiles, la vie elle-même peut être fragile, peut-être la vie sur la Terre peut être fragile. Oui, là, l'idée que la vie sur la Terre est un phénomène éphémère, ce qu'elle est en un sens, mais à l'échelle un peu plus grande que la nôtre, ça, oui, c'est déstabilisant quand même. Donc il y a une nouvelle dimension de l'éphémère. Et donc, quelle est la place pour le nouveau sujet vivant quand l'incertitude domine partout, quand les temps sont bousculés, quand la science fait défaut, dans certains cas? C'est de comprendre... Non, il y a quand même une boussole. Ce qui est frappant, c'est que si la vie en elle-même est tellement éphémère, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est pas justement métaphysique. C'est parce qu'il y a un réchauffement climatique. Si la pandémie nous ébranle, c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est parce qu'il y a un virus et qu'il faut construire des vaccins et de la santé publique et de la protection, etc. Et donc oui, non, là où je résiste, c'est que justement moi je résiste à la métaphysique en fait. Quand on dit l'éphémérité, justement, c'est que tout se vaut, le réchauffement climatique, la pandémie, le fascisme, etc. Non, tout se vaut pas. Et donc chaque cause de nos nouvelles craintes doit être traitée. Donc non, on a une boussole, on n'est pas dans l'éphémère en général, sinon, moi j'aime bien la métaphysique, je l'enseigne, etc. Et effectivement, la philosophie, comme disait Pierre Hadot, est aussi un soin de l'âme et un soin de l'angoisse de l'éphémère et de la mort, etc. Avec pas seulement la philosophie d'ailleurs, peut-être l'art, la psychanalyse, l'amour aussi nous guérit contre l'éphémère, etc. Mais je pense très concrètement, les formes nouvelles de l'éphémère, il faut s'y atteler pratiquement.
Donc non, il ne faut pas parler de l'éphémère en général, en fait. Il faut dire qu'est-ce qu'on fait contre la pandémie, qu'est-ce qu'on fait contre les pandémies futures, comment on s'en prémunit, et comment on fait pour ne pas seulement lutter contre le négatif, mais retrouver des expériences positives, aussi éphémères soient-elles. Parce que quand même, quand on a un moment éphémère où on ne pense pas qu'il est éphémère, parce qu'il se passe bien, parce qu'on est content, en fait, on oublie qu'il est éphémère. Et c'est la seule éternité qu'on ait, c'est dans l'oubli de l'éphémère. Mais voilà, Nietzsche a eu des très belles phrases là-dessus, hein, sur l'éternité de l'éphémère, justement quand on le vit comme éternel. Et ça, c'est que dans les événements heureux, ça définit le bonheur d'ailleurs. Alors, moi, j'ai lu votre livre souvent entre deux consultations à Imagine. Et je me posais la question, on est dans un lieu qui cherche à rassembler des patients, des médecins et des chercheurs, trois parties qui ont a priori un rapport au temps bien différent, et qu'on arrive à rassembler ici autour d'une quête de savoir, un combat commun qu'on fait contre les maladies génétiques. Et ma question se porte justement sur ce lieu commun, ce qui peut permettre de trouver un temps commun dans le réel. Merci. Très belle question. Pour moi, c'est toute la politique du soin là, que vous venez de définir, en fait. C'est-à-dire un lieu et un temps commun pour affronter ce qui est une souffrance temporelle, effectivement, d'abord des patients, hein, à qui tout diagnostic induit une représentation temporelle. Quand est-ce que ça va se terminer? Est-ce que ça va se terminer? Comment est-ce que ça va se passer? Etc. Comment ma vie va changer? Donc voilà. Je pense que les chercheurs, les médecins ont aussi des projections. Comment on va faire pour résoudre tel ou tel problème, pour éviter telle ou telle aggravation, etc. Donc, l'une des réponses à votre question, c'est que il faut pas seulement chercher des solutions, mais construire un cadre où on peut justement lutter aussi contre ces représentations temporelles. Pour ça que je fais quand même partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas entièrement objectiver le temps médical. Vous parliez de la consultation. C'est vrai qu'en ce moment, il y a ce grand débat sur la tarification à l'activité, la prédéfinition d'un temps de la consultation médicale. Bon, c'est sans doute inévitable, mais il faut qu'il soit assez large pour qu'on puisse l'oublier. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de discussions avec des médecins qui disent, moi, si je ne peux pas oublier le temps, pendant le temps qui m'est nécessaire pour annoncer une maladie grave ou pour partager une thérapeutique. Voilà. Et ça suppose des moyens pour qu'une infirmière, un médecin ait du temps avec chaque patient dans son espace, justement de la consultation ou la chambre, etc. Non, je pense que la politique du temps est majeure précisément parce que le temps n'est pas une dimension secondaire. Donc oui, il faut construire cet espace et ce temps partagé. Là, j'ai bien conscience qu'on prend tous sur notre temps. C'est en fait, voilà, c'est de bonne politique d'essayer de construire des temps partagés où on partage ce souci du temps, mais en l'oubliant un petit peu. C'est pas si facile à dire, mais c'est vrai quand même qu'il faut défendre l'idée que c'est pas un luxe. C'est pas moins important que de faire de la recherche sur les molécules ou sur les gènes. Donc justement, une question sur la recherche. Il y a une partie de votre livre que vous intitulez « Agir dans la durée ». J'ai l'impression qu'au cours de cette pandémie, on a quand même vu soulever des questionnements sur le rapport au temps de la science et de la recherche, que ce soit un temps trop long pour certains ou trop court pour d'autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a un juste rapport au temps dans la recherche scientifique en médecine ? Idéalement, tous les chercheurs en sciences fondamentales vous diront il y a le temps de la recherche. Et il est heureux, le temps de la recherche, dans l'absolu. S'il est libre, pardon, aussi bien en philo qu'en médecine ou en maths, le chercheur, c'est justement celui qui prend son temps. Et si j'ai besoin d'aller en bibliothèque 15 jours pour répondre à votre question, je vous dis, on se retrouve dans 15 jours. Là, c'est une question un peu compliquée. Il faut que je travaille. Et normalement, je devrais vous dire ça. Mais il se trouve qu'il y a quand même des urgences et qu'aujourd'hui, c'est vrai que la recherche médicale, là, elle a été bousculée par la pandémie. Elle est toujours sollicitée par l'urgence. Hein. Et je pense que la médecine est justement un bon exemple parce que c'est en fait jamais une recherche
totalement libre et fondamentale, indépendamment d'un but pratique et d'une urgence concrète. Alors les autres sciences, en un certain sens, résistent à ça. Si vous allez dans les laboratoires même de biologie ou de physique ou de mathématiques de l'ENS, ils vont vous dire « mais non, moi je ne réponds pas à une urgence a priori. Je cherche tel ou tel mécanisme quantique, par exemple, et puis après, tant mieux si ça peut donner lieu à une thérapeutique. » Et aujourd'hui, il y a un grand débat. Est-ce que la recherche doit être conduite par des politiques liées aux besoins de la société ou par la recherche fondamentale elle-même? Et je pense qu'il faut un mixte des deux. C'est impossible de se détacher des besoins et en même temps, le temps de la recherche a sa profondeur, y compris en histoire, en sciences humaines et sociales. Hein. Pour comprendre la guerre en Ukraine, il ne faut pas seulement se dire, voilà, Poutine, il veut ci, il veut ça. Il faut que les historiens lisent tout ce qui a été écrit autour, comprennent. Voilà, il faut un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on n'a plus un temps absolument pur de la recherche. Mais il est quand même très, très important de le maintenir. J'aimerais qu'on revienne aussi sur la notion de l'exigence de justice, parce que vous écrivez dans votre livre « La conscience des injustices est le moteur d'une histoire qui doit partager une action et une parole véritablement communes ». Donc ma question ici, c'est que à l'Institut Imagine, on fait parfois comme si toutes ces maladies rares en formaient qu'une seule. Je voulais savoir si vous pensez que dans cette société dominée par le live, le direct, on pouvait justement réussir à mobiliser les consciences autour de ces maladies rares, chroniques. Pour moi, la justice, c'est l'urgence des urgences. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut arbitrer entre plusieurs urgences. Et si vous allez dans un service d'urgence, dans un hôpital, même ici, évidemment, voilà, le pluriel du mot urgence, ils vont dire, si c'est fait de façon juste, l'urgence la plus grave va passer devant l'urgence la moins grave qui va attendre un certain temps, etc. Ce qui veut bien dire que l'archi-urgence pour les humains, c'est de construire un système des urgences qui priorise, comme on dit en médecine, justement, des urgences par rapport à d'autres. Et c'est un combat, hein. Il faut arriver à montrer en quelque sorte que son urgence est plus urgente, ne doit pas être négligée, qu'on peut structurer aussi, mais il faut faire des choix. Donc c'est vrai que c'est évidemment très compliqué, mais qu'une société juste, c'est une société où on arrive à sortir de l'urgence la plus immédiate pour anticiper sur des urgences qui vont l'être dans le temps, et pour prévenir. La prévention, c'est pas un hasard. Si en ce moment, moi je fais un cours sur la santé publique, et au comité d'éthique, on a beaucoup travaillé sur l'éthique de la santé publique. C'est justement la prévention, l'anticipation. Et une société est juste quand elle arrive à prévenir, justement. Pas attendre. Là, il se trouve qu'on est contraint par des urgences immédiates. On respire déjà mieux dès qu'on est dans l'anticipation des urgences à plus long terme. Et donc, oui, et la question des maladies rares, le mot même le dit... Voilà, comment construire le traitement des maladies rares qui peuvent être gravissimes, alors qu'il y a des maladies moins rares qui vont donc toucher plus de gens. Et donc, quantitativement, il y a une urgence plus grande sur les maladies non rares. Mais il est évident que, justement, une société juste, c'est une société qui arrive à traiter le rare, l'anticipation, sachant bien en plus qu'il y aura de la sérendipité, c'est-à-dire que peut-être que les traitements que vous inventez en ce moment pour des maladies dites rares, ils vont se répandre pour des choses beaucoup plus générales, de même que l'ARN messager, si j'ai bien compris, du vaccin contre le virus, il va permettre de traiter d'autres choses, etc. Donc, il est évident qu'avoir construit un espace pour les maladies rares, c'est un signe de justice dans notre société. C'est un signe de progrès incontestable pour moi, de le revendiquer en plus. C'est-à-dire, on a un institut qui traite les maladies rares, mais je trouve que c'est une très belle revendication de justice. Parce que en droit, évidemment, il faut faire tout pour que chaque humain dont on pourrait prévenir la mort soit maintenu en vie. En fait, il faut faire des choix, mais une société qui dit je ne traite pas seulement l'urgence immédiate, brutalement mortelle, qu'il faut faire tout s'écrouler tout le système de santé, mais j'arrive à construire aussi l'ensemble du système, c'est fondamental. Hein. C'est pas un luxe, au contraire, c'est vraiment un signal très très fort, je pense.
Et donc, pour vous citer encore une fois, vous dites « De même que le héros ou l'héroïne sont amenés dans l'urgence à tout concilier et à réconcilier les humains avec le temps, de même les institutions vitales et critiques nous permettent de le faire sans être des héros, mais dès maintenant et de manière durable. » Donc, je voulais savoir de quelles institutions vous parliez dans cette situation-là. Alors d'abord, il faut bien définir le héros. Parce que moi, la manière dont je décris le héros, c'est justement pas celui qui sauve des vies dans l'urgence. Pas seulement celui-là. C'est pas non plus celui qui risque sa vie, parce qu'on peut risquer sa vie pour des causes désastreuses. Mais c'est celui qui sauve des vies et qui peut risquer la sienne, mais en construisant aussi l'avenir et au nom d'une cause durable et en effet collective et juste. Donc, et en continuant de garder le lien avec l'avenir. Donc pour moi, par exemple, voilà, Jean Moulin, il est mort dans la Résistance, mais en construisant le Conseil national de la Résistance. Donc en prévoyant la République d'après. Et donc c'est vrai que pour moi, le héros, c'est un peu comme chez Bergson, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est jamais seulement un individu, mais c'est celui qui crée des institutions, justement, des cadres collectifs pour la suite. Et c'est vrai que c'est pas seulement un médecin, mais aussi qui sauve une vie, mais qui construit un hôpital. C'est pas seulement un... Voilà. Donc on a tous une sorte on doit agir sur plusieurs échelles temporelles. Et donc les êtres humains complets, c'est un peu ça. Et donc les institutions, c'est un peu pareil. C'est une institution où on sauve des vies dans l'immédiat, mais où on sert de repère pour l'avenir. Donc c'est la même chose au niveau individuel et collectif, je pense. C'est d'articuler ces dimensions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer éventuellement le micro. On attend. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des questions en Zoom? Est-ce qu'on peut regarder s'il y a des questions en Zoom? Il n'y a pas de questions. Moi, je sais que j'en ai. Si vous n'en avez pas, j'en ai pour vous. J'en ai sur la prédiction, j'en ai sur le diagnostic, j'en ai plein sur ce que vous faites ici et la dimension temporelle de ce que vous faites ici. Mais ce serait plutôt à moi de venir vous écouter, là. C'est pas une provocation. Mais en vous écoutant, je parle plus aux philosophes, là, à la personne qui pense à la société. Est-ce qu'on n'a pas, comme contrepartie de tout ça, les sacrés et les religieux dans la gestion du temps? Contrepartie, je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais c'est sûr que pour moi, le sentiment religieux, le besoin du sacré, c'est une façon de répondre à un certain nombre d'angoisses vitales des humains, dont l'angoisse temporelle, ça c'est sûr. Je ne sais pas si l'humain peut se référer au religieux, mais je sais que le religieux sort de cette dimension-là de l'humain, oui, ça c'est sûr. Contrepartie par rapport à la non-urgence, à une notion de temps qui est... C'est comme apaiser cette notion du temps par les religieux, dont Dieu est éternel. Oui. Après, il ne suffit pas de le dire, il faut effectivement le... Voilà. En tout cas, oui, je pense que les religions, entre autres choses, visent à répondre à ce besoin-là. Elles visent à répondre à d'autres besoins aussi. Parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, qui pour moi est très importante aussi, c'est que une des sources de souffrance pour les humains, c'est pas seulement la maladie ou la mort, etc., c'est les violences entre les humains. Et donc, il y a toujours aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que on meurt parfois non pas d'une maladie, mais du fait de ne pas être soigné pour cette maladie dans une société, donc d'une injustice. Donc la religion, elle vient aussi de ce besoin de réparer certaines violences interhumaines, etc. Bon. Oui, en tout cas, oui, ça me paraît clair que la religion fait ça. Après, elle le fait de plusieurs façons, par des rites, par des croyances. Je ne sais pas si on a le temps de rentrer là-dedans. Ce qui est important, c'est de voir que cette dimension de la religion prouve que cette expérience temporelle n'est pas secondaire. Et pour moi, la question, c'est comment
les pratiques non religieuses peuvent prendre en compte cette dimension-là dans leur ordre propre. Il y aura toujours une dimension spirituelle, c'est normal, pas seulement en fin de vie, etc. Mais comment le médecin, le politique doivent aussi prendre en compte cette dimension temporelle, ne pas la laisser seulement au spirituel, c'est quand même très très important. C'est pour ça que la politique du temps partagé, religion ou pas, il faut qu'il y ait du temps avec le médecin. Voilà. Et chacun dans son ordre, en quelque sorte. Hein. De certaine façon, là, moi, je serais assez... pas laisser le privilège du spirituel aux spiritualités. Il y a une dimension psychique dans tous les... Voilà, il ne faut pas couper les dimensions les unes des autres, sinon... Sinon, c'est une violence faite aux deux, d'ailleurs. Hein. Donc oui, moi j'ai participé à un colloque sur la guérison. C'était un colloque œcuménique. C'était un grand amphi, mais plein de prêtres de toutes les religions, notamment de tous les christianismes, disons. Et leur colloque était sur la guérison, et mon exposé s'intitulait « Le soin au-delà de la guérison ». Donc c'est vraiment une question aussi. Hein. Est-ce que la promesse d'une guérison absolue de la souffrance temporelle est possible? Peut-être, mais il faut d'abord soigner la souffrance temporelle. Je ne sais pas si on peut en guérir. J'avais une question. Ouais. La fin de votre essai porte sur la concordance des temps. J'aimerais bien que vous nous éclairiez un peu davantage sur ce concept. Merci, oui. C'est une image. Hein. La concordance des temps, c'est grammatical, hein, d'abord. Hein. C'est le titre aussi d'une émission de France Culture de Jean-Noël Jeannet depuis très très longtemps. J'avais complètement oublié ça, d'ailleurs, quand j'ai fait ce chapitre comme ça. Donc, mais c'est grammatical. C'est-à-dire que la langue, elle marche bien quand elle nous aide à nous repérer dans le temps des verbes, en fait. Si vous faites une faute de concordance des temps en anglais, voilà, tout à coup, quand dans une langue qu'on ne connaît pas, on fait des fautes de concordance des temps, comme on fait des fautes de grammaire. Donc ça veut dire que l'un des buts de la langue, c'est de nous orienter de manière dans le temps, avec le présent, le passé, le futur, d'organiser une forme de cohérence temporelle. Ricoeur appelait ça la mise en intrigue de nos vies, c'est-à-dire de structurer un récit avec cette dimension temporelle. Et au-delà de la langue, la concordance des temps, c'est effectivement arriver à vivre dans le présent, mais aussi dans l'avenir, avec des projets, dans le passé, dans toutes les dimensions temporelles, en s'ancrant quand même. C'est là où moi je résiste aussi à ces gens qui critiquent l'urgence, en s'ancrant dans les urgences malgré tout. Donc oui, la concordance des temps, c'est la façon que les humains peuvent avoir de vivre harmonieusement dans une expérience temporelle qui est toujours fragile, toujours précaire. Parce que même quand ça se passe bien, il peut y avoir un incendie, il peut y avoir c'est toujours perturbé, la concordance des temps. C'est toujours une conquête. Merci. Ouais, j'avais d'abord un petit commentaire à faire sur la concordance des temps. Est-ce que vous avez remarqué que de plus en plus de gens parlent de ce qui s'est passé au passé en parlant au présent, comme si on voulait par exemple, effacer. Je suis montée je monte dans le train. Ouais. Je suis montée dans le train, par exemple, alors que c'était il y a 3 jours, 4 jours, 1 mois. Donc comme s'il y avait on voulait... c'est peut-être une simplification du langage, mais c'est aussi... C'est vrai que la concordance des temps a pour but de poser dans le passé. C'est juste un commentaire. Moi, je me demandais... On a toujours su que... Normalement, on devrait toujours savoir que la vie finit par la mort, qu'il y a des maladies, qu'il y a des guerres, qu'il y a plein de choses très agréables. Et là, on a l'impression qu'avec la pandémie, avec la guerre en Ukraine, les gens redécouvrent la vraie vie, comme si pendant au moins une bonne génération, on avait, en tout cas en Europe, on était très très protégés de tout, et on avait totalement oublié que la nature est plus forte que nous, que la maladie est plus forte que nous, et que la bêtise humaine est aussi plus forte que nous. Ouais, et qu'on est mortel. Et c'est absolument central. Donc, comment ça se fait qu'on ait oublié ces données qui sont absolument centrales? Mais une des réponses à votre question, à mon avis, c'est que c'est pas seulement des événements graves, mortels, comme ça, en eux-mêmes, hein. Ce qu'ils sont, hein. Mais on est toujours rappelé à une condition mortelle, qu'on le veuille ou non, etc. En fait, c'est des événements
si grave collectivement qu'il semble inverser un rapport au temps antérieur. Par exemple, l'idée du progrès médical ou l'idée du progrès vers la paix en Europe même. C'est pour ça qu'on est encore plus affecté parce que c'est en Europe. C'était pareil quand il y avait eu quand même la guerre en Bosnie, des images pas de génocide potentiel hein, quand même à Srebrenica ou ailleurs en 94. Hein, on n'a jamais été totalement immunisé, mais là on atteint une échelle où ce qui est atteint, c'est pas seulement un rappel de notre condition, c'est comme une inversion du sens de l'histoire qu'on semblait avoir avant. Donc c'est une souffrance temporelle quand même très très précise. Hein. Et je pense que le réchauffement climatique qui est la toile de fond en un sens, et puis aussi le souvenir des guerres du XXe siècle quand même aussi. Je pense que tout ça fait que l'idée du plus jamais ça, l'idée du plus jamais en tout cas l'idée d'une sorte d'orientation vers un certain type d'avenir est ébranlée. Et donc c'est une souffrance assez grave quand même, et je pense que c'est normal qu'on ait ce sentiment de choc. La question, c'est comment on en part pour dire au contraire, comme vous le disiez, mais pas seulement individuellement, mais collectivement, ça nous ramène au vrai sujet. Et au vrai sujet du vrai progrès. Ça ne nous amène pas à renoncer au progrès, mais à lui redonner des critères. C'est-à-dire que le progrès, ce ne sera pas l'Europe du commerce et de la paix éternellement. Ce sera au contraire continuer à lutter contre les causes de guerre, y compris civiles, en Europe et dans nos pays. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de représentations qui sont ébranlées. C'est pas si facile hein, de supporter ça collectivement. Il y a eu d'autres chocs assez profonds. Hein. C'est quand même assez terrible de voir des attentats terroristes, non seulement dans des sortes de guerres extérieures, mais par une partie de la jeunesse française qui vient mitrailler une autre partie dans un autre quartier de Paris. Ça aussi, ça vient atteindre quelque chose de très profond. Et on peut quand même penser d'ailleurs qu'il y a quand même encore quelques manières résistance politique. Encore, il y a des cadres qui tiennent. Hein. Il faut espérer qu'ils tiennent. Mais moi, je vois, par exemple, la montée de certaines doctrines politiques aujourd'hui comme le symptôme de ça, quand même. Donc oui, il faut prendre ça au sérieux. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'il faut prendre ces épreuves temporelles au sérieux. Et que ce qui se passe en ce moment dans nos élections présidentielles en Ukraine, c'est parce qu'on a méconnu la dimension historique de notre rapport au monde. Merci. J'ai une question par rapport à la courbe du deuil. Quand il y a une annonce, il y a toujours cette fameuse courbe du deuil avec le déni, avec la partie où en fait l'acceptation, et puis ensuite la remobilisation. La colère aussi. La colère, exactement. Et du coup, est-ce que vous sentez que dans cette courbe du deuil, ça va plus vite? Est-ce que les gens vont plus vite dans ce cheminement? Ou vous sentez que non, par rapport à n'importe quelle annonce? Plus vite que quoi ou que quand? Qu'avant. Oui. Ouais. C'est une question importante, mais d'abord, c'est vrai que c'est important d'admettre qu'il y a une courbe temporelle du deuil. Hein. Donc le deuil est aussi une souffrance temporelle. Et voilà, il y a toute la question d'ailleurs, est-ce que cette courbe mène à une fin ou à autre chose? Bon, question sur laquelle Freud lui-même a changé d'avis à un moment donné, hein, en renonçant à l'idée du deuil terminable, totalement terminable. Au début, il dit le deuil normal, c'est le deuil qui se termine, le deuil pathologique, c'est le deuil qui n'en finit pas. Après, il change. Hein. Il dit quand même il y a une façon de rester dans le deuil qui n'est pas pathologique, qui est au contraire une manière de continuer la relation, etc. Donc, mais ça, c'est bon. Après, est-ce que le deuil aujourd'hui est plus rapide? Je ne suis pas sûr, en fait. Hein. Je pense qu'un deuil rapide continue sûrement en sourdine. Hein. En ce moment, les gens qui ne font pas le deuil, soit des victimes de la pandémie du début, soit de leur mort en Ukraine ou ailleurs, ils ont peut-être pas le temps, justement, mais ça reviendra. Enfin, moi, je pense quand même que les choses vitales qu'on n'a pas le temps de faire finissent par revenir. Hein. Donc,
Donc non, je pense que c'est une des expériences à laquelle il faut laisser son temps. Toutes les cultures, d'ailleurs vous parliez de religion, hein, toutes les cultures ont structuré le temps du deuil. 1 mois, 6 mois, 1 an, le grand deuil, le petit deuil, le fait de ressortir, etc. C'est une question intéressante. Je ne sais pas quelle est l'intuition derrière votre question, si vous avez le sentiment que ça s'est accéléré. Moi, en tout cas, je pense que c'est un temps, au contraire, qui a sa structure, qui ne peut pas bouger en fonction des événements, qu'il faut respecter. Intuitivement, c'est ce que je dirais plutôt. Moi, je voulais savoir ce que vous pensez en tout cas d'un nouveau nom contemporain. Je ne sais pas si la maladie ancienne ou récente, mais la maladie de burn-out qui peut refléter les problèmes de gestion du temps et de priorisation, justement. Comment vous replacez ça dans la surenchère du temps réel? Merci, c'est très intéressant. Il se trouve qu'avec une amie philosophe, Hélène Leuillet, qui a fait un livre, et qui est psychanalyste aussi d'ailleurs, elle a fait un livre pour lequel je l'ai beaucoup remercié, qui s'appelle « Éloge du retard ». Même j'arrivais dans des réunions avec son livre, vous voyez bien. On a fait une note récemment pour la CFDT, à la demande de la CFDT, sur la souffrance dans le temps de travail. Et donc, justement, en expliquant qu'il faut prendre au sérieux ce rapport au temps, qu'en effet, alors François Hartog en parle aussi en historien, en disant il y a aussi maintenant cette dimension de l'urgence et du présent dans le management. Et je pense que c'est un sujet très sérieux, effectivement, qui est une souffrance temporelle qui est nouvelle au sens où ce qu'on a identifié comme ça en ayant quelques entretiens à la CFDT, c'était vraiment intéressant. C'est l'idée qu'avant, il y avait une sorte d'idée de... la revendication, c'était d'avoir du temps libre, du temps de repos, de travailler moins ou autrement, enfin d'organiser le temps. Là, la souffrance, elle vient du fait, et je pense que dans le soin, c'est fondamental aujourd'hui, du fait de plutôt que la contrainte temporelle nous empêche de travailler bien, de faire bien ce qu'on voudrait faire. C'est pas qu'on veut faire autre chose, aller se reposer, c'est qu'on est empêché par la contrainte temporelle de faire bien ce qu'on fait. Et ça, c'est une souffrance assez nouvelle quand même, le fait, et justement parce qu'on pense tout le temps au temps. Donc vous ne pouvez plus oublier le temps, justement, dans une consultation, mettons, ou dans le monde universitaire, c'est par exemple en préparant ses cours, parce que vous préparez votre cours, et il y a 12 mails qui arrivent. Alors moi, j'ai fait un choix de m'engager aussi dans l'institution, donc j'ai plus beaucoup le temps, mais moi, c'est mon choix. Mais beaucoup de gens se plaignent dans tous les métiers. Et le burn-out est souvent lié à cette impression d'un harcèlement temporel, en fait. C'est pas l'idée, je travaille trop, j'ai besoin de vacances, les 35 heures, les mois de vacances, etc. C'est plutôt l'idée, dans le temps, là, le sentiment du temps revient tout le temps, et du coup, je peux plus prendre le temps, j'oublie jamais le temps, et je n'ai jamais le temps. Et donc oui, c'est quelque chose sur lequel on a un peu travaillé. Donc c'était d'ailleurs indirectement à la suite aussi de ce livre. Enfin, c'était intéressant. Elle est en ligne, hein, vous pouvez la trouver sur le site de la CFDT. C'est une petite note dont je crois que ça s'appelle « Temps de travail et temps au travail ». Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Comme ici on soigne des enfants, j'ai l'impression, l'intuition en tout cas, que le rapport au temps chez les enfants n'est pas du tout le même que chez les adultes. C'est-à-dire que cette conscience du fait que le temps passe, ils l'ont pas forcément. Et donc, dans la gestion de leur maladie, j'imagine qu'il y a, que ça diffère du sentiment qu'ont leurs parents, par exemple, par rapport au temps, à cette souffrance temporelle. Magnifique remarque, hein, que j'aurais envie de prolonger en vous questionnant. Intuitivement, moi, mon sentiment, c'est que la souffrance temporelle, ici, elle est du côté des parents. Et des soignants, en tant que... C'est sûrement pas pareil de soigner un enfant, justement parce qu'on se projette dans une sorte de dimension temporelle supplémentaire liée à sa fragilité, préserver son avenir, le fait de ne pas mutiler cette enfance, etc. Et c'est important parce que cette souffrance temporelle, elle n'est pas uniquement individuelle, hein, elle est toujours relationnelle en fait. Je souffre aussi pour les autres. Donc,
Et ce qui est beau dans ce que vous dites, ce qui m'impressionne, c'est l'idée que les enfants eux-mêmes ne l'éprouveraient pas autant, en tout cas, ou différemment. Heureusement, en un sens. Si un enfant se disait « je suis en train de perdre mon enfance », ce serait terrible, mais je pense que c'est les parents qui se le disent pour lui, ou les soignants, avec angoisse, ou avec le sentiment qu'il faut préserver ce qui peut l'être, et l'avenir, évidemment. Mais oui, en un sens, c'est ce qui me viendrait, c'est de dire que cette dimension temporelle, tout de suite, on l'entend comme plus lourde, en tout cas pour les autres, pour la société, peut-être effectivement moins ressentie, peut-être autrement ressentie. C'est tout le problème du psychisme des enfants aussi. Hein. Là, je suis entouré de spécialistes bien plus. Mais c'est plutôt moi qui ai envie de vous questionner là-dessus. C'est une très très belle question. Mais je pense en tout cas c'est une dimension, même si eux ne la ressentent pas, ou ne l'expriment pas, ou pas de la même façon. Peut-être qu'ils sont plus patients, peut-être qu'ils supportent mieux l'épreuve temporelle. Voilà, je ne sais pas trop. C'est très intéressant. Merci. Pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de reports de diagnostics et de traitements pour des patients. Est-ce que justement, il n'y a pas aussi une souffrance qui serait liée à l'absence de temporalité pour eux, de rendez-vous avec les médecins typiquement? Oui, totalement. Parce que l'absence de temporalité, dans ce cas-là, ce n'est pas une absence de temporalité, c'est une absence de prise en charge temporelle régulière qui permet justement d'oublier le temps, et c'est une obsession de la temporalité. Ce que vous décrivez, ça a été souvent décrit comme au contraire, une sorte d'expérience temporelle consciente, grave, obsessionnelle, du report, de l'incertitude, de l'angoisse, et quand est-ce que ça va se faire, etc. Donc c'est une absence de la temporalité effective de la prise en charge, mais qui se traduit par une obsession de l'angoisse temporelle, en fait. Donc c'est pas tellement une absence. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est une des choses. Dans la pandémie, on a vécu aussi cette désorganisation d'un certain temps. On peut l'accepter, c'est là que revient le sentiment de justice. C'est-à-dire s'il y a une explication suffisamment cohérente qui nous dit c'est une sorte de pacte social. Il faut d'abord sauver le système de santé, voilà, et des vies, mais aussi le système de santé. On ne peut pas faire autrement. Donc pendant un certain temps, on l'accepte. Après, ça devient plus compliqué avec le temps, justement. Donc c'est là qu'on voit que l'urgence doit être aménagée dans le temps. Et je pense qu'on a bien compris pendant un certain temps qu'il fallait des priorités, mais ça ne peut pas être justement maintenu. Enfin, voilà, il faut répondre à cette angoisse-là. Ouais. Ouais. Pour peut-être retrouver une note un peu plus optimiste, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous avez qualifié comme la nouvelle condition du progrès, qui ne peut plus être une quête de bien absolu, de bien commun, d'idéal et donc de bonheur, mais qui devrait être une réaction à des événements, des situations présentes ou prédites pour l'avenir, qui seraient finalement forcément des externalités négatives contre lesquelles il faudrait réagir, alors qu'on peut quand même peut-être espérer que ce que l'on peut vivre et ce que l'on peut prédire soit aussi des opportunités positives qui nous permettent de nous raccrocher quand même avec l'espoir d'une progression générale du bien commun, et donc qu'on puisse quand même retrouver un peu d'espoir à l'issue de ces échanges. Désolé si je vous ai angoissé. Non. Oui, non. Moi, je pense qu'on a un critère du bonheur très précis et qui est pas seulement dans la promesse du positif à venir, qui est dans le fait de permettre dès maintenant des expériences qui luttent contre tous les aspects négatifs du temps, et c'est possible, mais tous. C'est-à-dire pas seulement apaiser la souffrance physique, mais partager un plaisir intersubjectif, physique aussi, moral, culturel, etc. Donc oui, je pense que en fait, en prenant au sérieux la dimension temporelle, on peut comprendre aussi à quelles conditions on est heureux. Hein. Et pas seulement dans une sorte de projection, en effet, d'un positif, ce qui est quand même possible. Je pense que, en fait,
voilà, le vaccin, par exemple, nous fait réespérer, sur la base très concrète d'une lutte contre une maladie concrète, des progrès médicaux, mais aussi nous permet, voilà, on a des petits symptômes, ils ne s'aggravent pas, on peut vivre avec le truc. Donc oui, je pense qu'on a du positif, mais surtout, on a même, moi j'irais même plus loin. Parce que pour moi, la promesse d'un avenir positif, en tant que promesse, est une souffrance. C'est-à-dire, c'est demain. Donc comme toujours, c'est une représentation de l'avenir, donc c'est une souffrance présente. Partiel, c'est mieux d'espérer que de craindre, mais l'espoir est jamais seulement un bonheur. Donc, non, moi je pense qu'il faut construire des bonheurs présents, des progrès concrets dès maintenant, et qu'il y en a. Hein. Donc non, je suis plus optimiste effectivement que peut-être on en a eu l'impression aujourd'hui, mais je pense vraiment qu'on sait très bien ce que c'est que le bonheur une fois qu'on a pris conscience des vrais dangers qui nous entourent, en fait. Et que c'est un peu comme on prend conscience de ce que c'est qu'être en paix quand il y a une guerre. Enfin, je veux dire. Donc, on voit un peu mieux maintenant avec ces vrais dangers. On voit un peu mieux qu'on ne peut pas se plaindre tout le temps de tout et qu'en effet, on a des critères du bonheur, en tout cas. Et on a des moments de bonheur, mais de bonheur complet, hein. Sans ombre, quand on oublie un peu le temps. D'ailleurs, vous parlez de minima, je crois, quelque part. Vous dites qu'on ne sortira pas... Vous dites que... Non, ça ne marche pas. Oui, moi je pense qu'effectivement, je rebondis sur... Oui, je pense qu'effectivement, on sait quelles sont les conditions minimales pour le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas un maximum, c'est un certain nombre de conditions minimales dans lesquelles on répond aux dangers les plus graves, et en fait, ça nous suffit pour être heureux. Et puis, même j'irai un peu plus loin, en fait, parce que je suis pas... En fait, je pense que mais là, on touche plutôt la question de la philosophie de la vie derrière, hein, mais comme je pense que toute expérience négative est une expérience de destruction de quelque chose, il n'y a pas de bonheur sans avoir le sentiment de créer quelque chose. Donc le bonheur est aussi une expérience temporelle, de progrès, d'avancée. Progrès, c'est un mot qui veut dire avancer. Hein. Progredior, en latin, c'est marcher, en fait. Faire un pas. Et je pense que... Par exemple, Leibniz, à un moment, quand il fait une découverte, il dit « Ici, j'ai beaucoup avancé. Hic progressus sum. » Ici, j'avance. Mais ce sentiment d'avancer, il n'y a pas de bonheur statique. Le bonheur, c'est le sentiment d'avancer. Et de créer quelque chose, même d'avoir une idée nouvelle, ou simplement que voilà, il se passe quelque chose, voilà, c'est un changement positif. Donc oui, non, on a un critère très précis du bonheur, au contraire. Bon, on va s'arrêter là, je crois. Merci. Merci à tous et merci à Frédéric.